Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter de la décentralisation. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par découvrir ou redécouvrir en guise de rappel le fonctionnement de la blockchain, les principales blockchains disponibles. On va discuter ensuite de la décentralisation. On essaiera de faire une petite comparaison avec la centralisation et tout ce qui est relatif au système distribué. Et nous verrons pour finir les méthodes de décentralisation. Mais commençons tout d'abord par nous rappeler le fonctionnement de la blockchain. Donc pour ce petit exemple, pour donner un petit rappel au fonctionnement de la blockchain et nous mettre bien dans le contexte des crypto-monnaies, nous allons donc supposer que A effectue une transaction vers B. Donc rappelons que blockchain c'est pour une chaîne de blocs ou des blocs qui sont chaînés entre eux, à savoir que c'est pas obligatoirement une transaction qui va concerner un échange de valeurs. Donc quelque chose qui a de la valeur en fait, comme des crypto-monnaies. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi selon le contexte où va être implémentée cette blockchain. Et surtout on verra vers la fin, donc la dernière présentation sur les exemples d'utilisation de la blockchain qu'on peut l'utiliser vraiment dans partout. Pas forcément par rapport à tout ce qui est échange de valeur et donc échange de crypto-monnaies, donc transactions financières et ainsi de suite. Donc on verra vraiment que ça peut donner une vraie vie à n'importe quel type d'organisme et à n'importe quel type d'opération. Donc on va pouvoir découvrir ça et encore plus. Donc par rapport à la prochaine formation, on va pouvoir développer nos propres applications, que ce soit en Java ou avec du .NET. Donc des petites applications qui vont pouvoir être basées sur de la blockchain. Donc, supposons que A effectue une transaction fait B, donc les différentes transactions qui vont pouvoir effectuer seront regroupées au niveau d'un bloc. Ce bloc donc va pouvoir être validé par les nœuds du réseau au moyen de techniques cryptographiques et à partir de là, les blocs seront datés et ajoutés à la chaîne de blocs qu'on appelle blockchain à laquelle tous les utilisateurs ont accès. Et ce n'est qu'à ce moment-là, et une fois que le bloc est daté et ajouté à la chaîne de blocs, que B va pouvoir recevoir la transaction de A. À savoir que les registres ne sont pas centralisés, mais plutôt décentralisés, donc au niveau de plusieurs qui vont pouvoir participer au réseau blockchain. Donc les transactions, donc pour rappel, qui vont être effectuées entre les utilisateurs, vont pouvoir être regroupées par bloc, et chaque bloc est validé par les nœuds du réseau et qui vont pouvoir, dans ce cas-là, donc qu'on a appelé ou qu'on appelle les miners ou les mineurs. Donc, selon la technique qui va dépendre du type de blockchain. Principalement, on va utiliser du proof of work ou du proof of stake, donc selon le type d'algorithme qui va être utilisé par rapport à la blockchain, donc les types d'algorithmes qu'on a vu au niveau de la présentation précédente. Et donc, c'est important de savoir que la validation des nœuds du réseau, donc par rapport à un bloc, va concerner le mining, donc chose qu'on a découvert au préalable et qu'on va redécouvrir encore par la suite au niveau du prochain chapitre. Mais je voulais vraiment souligner ce point par rapport à la validation des blocs et le rôle extrêmement important des mineurs qui vont pouvoir se charger de valider les blocs à travers des opérations cryptographiques. Donc on a vu un petit exemple très simple par rapport auquel on devait trouver de nonce, donc la valeur aléatoire qui a été rajoutée au bloc. Mais bon, ça peut dépendre selon le type d'opération qui va pouvoir être effectué, mais généralement c'est ça en fait. Et c'est très important de comprendre dans cette première formation cette partie-là, c'est-à-dire la compréhension de comment ça se passe pour la validation des blocs, donc en manière générale le travail du mining, donc de manière générale je dis bien. Si vous voulez vraiment approfondir tout ça, il serait mieux donc de pouvoir suivre la deuxième formation que je suis en train de vous préparer, et c'est là en fait on va pouvoir bien approfondir les choses par rapport à la blockchain et voir le tout directement et ensemble. Donc là, on retrouve un petit peu les principales blockchains qui existent. Donc bien sûr, ceci n'est pas la liste exhaustive de tous les réseaux qui existent, mais c'est une liste donc des principales blockchains sur le réseau. À savoir qu'on va pouvoir discuter de tout ça plus en détail au niveau de la prochaine formation avec la mise en place de notre propre blockchain, sans oublier la mise en place de notre token et ainsi de suite. Donc, à savoir que la première blockchain la plus connue, c'est celle du Bitcoin, qui est aussi appelée la blockchain originelle, dont le consensus va pouvoir reposer sur la preuve du travail, donc le POW ou le Proof of Work. On retrouvons par la suite l'Ethereum, qui au-delà des fonctionnalités du Bitcoin permet de créer des contrats intelligents ou des smart contracts qu'on va discuter au niveau de la prochaine présentation.
On a aussi l'Hyperledger qui fait parmi des plateformes les plus connues. Donc nous aurons une petite présentation spécialisée dessus. Donc c'est une plateforme donc open source pour le développement de blockchain qui est très très intéressante et qui a été rejoint par IBM. Donc vraiment ça a beaucoup d'avenir et le développement va pouvoir se faire via un langage très spécifique qui est le Go. On a aussi le Tendermint qui est toujours open source, donc elle permet aussi d'exécuter des smart contracts, multilangage en plus, et dans l'algorithme de consensus et le PBFT, donc chose qu'on a qu'on a pu discuter au niveau de la présentation précédente, donc dont le but est de pouvoir résister aux pannes. On a aussi le Zcash, qui est une blockchain qui permet d'effectuer des transactions anonymes, ou encore le Tezos, et qui va donc ce réseau de blockchain ou dont le consensus va pouvoir donc reposer sur du proof of stake, donc à gouvernance intégrée. Donc pourquoi je n'ai pas détaillé donc chaque chose, donc vu que par rapport au Bitcoin et l'Ethereum, nous allons les voir au niveau du deuxième chapitre, l'Hyperledger pendant ce chapitre-là avec une présentation dessus qui est spécialisée, sans oublier aussi le Zcash qu'on va pouvoir voir rapidement au niveau du deuxième chapitre, et pour les autres, donc on va pouvoir en discuter donc au niveau de la prochaine formation beaucoup plus en détail, parce que vraiment si on essaie de rentrer dans le détail, ça va nous prendre vraiment des heures pour bien assimiler chaque blockchain. Donc le plus important c'est de savoir qui sont là, ce qui font les spécificités de chacune, et par la suite on va approfondir au fur et à mesure selon notre besoin. Donc on a aussi parlé donc de blockchain public et privé. Donc là en fait la liste que je vous ai montré, tout est en fait en une seule liste. Mais bien sûr parmi eux il y a de la blockchain publique avec de l'Ethereum, de l'Ardor ou encore du Bitcoin. On retrouve aussi des types de blockchain privés comme le B3I, Hyperledger ou encore du R3. À savoir que par rapport donc, à la blockchain donc, publique, donc c'est un actif numérique qui se suffit à lui-même, donc comme on l'a vu avec le Bitcoin ou encore de l'Ethereum ou n'importe quel autre token, donc et qui est en fait transmissible et modifiable. Il y a une preuve d'existence ou de transaction horodatée et certifiée par un réseau publiquement certifié immuable. Pour tout ce qui est orienté privé, donc par rapport à cette blockchain, les inscriptions n'ayant en fait de valeur qu'entre les parties participantes et selon des modalités qui sont très très définies, avec une possibilité de revenir sur une transaction en cas d'erreur par rapport à l'entité qui va se charger de la gouvernance. Et maintenant, nous arrivons à l'élément le plus intéressant de cette présentation et qui va concerner la décentralisation. Donc là, on a un exemple qui est très très connu et que vous allez trouver dans plusieurs ouvrages et qui va nous permettre de pouvoir bien comprendre les choses par rapport à la décentralisation au niveau du blockchain ou de la blockchain, pardon. Donc là, on est vraiment devant un petit schéma donc, qui a été introduit quand même en 1964 et qui va donc présenter les différents types de systèmes qui sont en fait des systèmes centralisés, décentralisés et distribués. Donc ce concept a été publié par Paul Baran en 1964, donc ça fait quand même pas mal d'années, et dont vous allez trouver l'ouvrage ou donc le document principal au niveau des ressources. Concernant la centralisation, les systèmes centralisés, ils représentent tout simplement des systèmes informatiques classiques, donc ayant une petite architecture client-serveur, donc dans lequel une seule autorité donc centrale de contrôle va pouvoir contrôler donc le système et c'est la seule responsable de toutes les opérations au niveau du système. En fait, tous les utilisateurs d'un système centralisé vont donc dépendre d'une seule source de service. Donc la majorité des fournisseurs de services en ligne, ce qui inclut dans Google, Amazon et autres, vont pouvoir utiliser ce modèle classique. On a aussi le système distribué, donc de l'autre côté. Donc au niveau de ces systèmes distribués, donc on retrouve principalement un élément qui est très intéressant. C'est en fait un système qui est réparti sur l'ensemble donc des disons ressources entre parenthèses du système. Donc c'est un système réparti et des données pareil
pareillement pour les données, pardon, et pour le calcul, donc qui vont pouvoir être répartis sur plusieurs nœuds du réseau. Donc parfois ce terme est confondu avec le développement parallèle ou l'informatique parallèle. Donc même s'il y a un petit chevauchement dans la définition, mais la principale différence entre ces systèmes est que un système en fait de calcul en parallèle, au niveau des systèmes de calcul en parallèle, donc le calcul est effectué par tous les nœuds de manière simultanée, donc afin d'obtenir le résultat plus rapidement. Et d'un autre côté, par rapport aux systèmes qui sont distribués, peut ne pas avoir lieu en parallèle et les données sont tout simplement répliquées sur plusieurs nœuds que les utilisateurs voient comme un seul système cohérent. Donc c'est très important à comprendre donc la différence entre l'informatique parallèle et les systèmes distribués. Donc des variations de ces deux modèles sont utilisées donc pour atteindre la tolérance aux pannes et pour de la vitesse. Et donc dans le modèle des systèmes parallèles, il existe toujours une autorité centrale qui contrôle tous les nœuds. Donc ce qui régit le traitement. Et donc cela signifie que le système est toujours centralisé de nature. La différence la plus frappante qu'on va pouvoir trouver entre un système distribué et un système décentralisé est que un système distribué ou dans un système distribué, il existe toujours une autorité centrale qui va pouvoir régir ou qui va pouvoir contrôler l'ensemble du système, alors que dans un système décentralisé, aucune autorité n'existe. Donc un système décentralisé est un type de réseau où les nœuds ne dépendent pas d'un seul nœud maître et met à la place le contrôle est réparti entre plusieurs nœuds comme on peut le voir. Ceci est analogue à un modèle où chaque département d'une organisation est responsable de son propre serveur de base de données, supprimant ainsi l'énergie du serveur central et la distribuant aux sous-départements qui vont pouvoir gérer leur propre base de données. Donc c'est une innovation et évolution significative dans le paradigme de la décentralisation qui a donné naissance à cette nouvelle ère qu'on est en train de vivre aujourd'hui, donc une ère de décentralisation des applications et de consensus décentralisé pareillement. Donc ce mécanisme est entré en jeu avec le Bitcoin en 2008 et il va permettre à un utilisateur de se mettre d'accord sur quelque chose via un algorithme de consensus sans avoir besoin d'un tiers central de confiance ou d'un intermédiaire ainsi que n'importe quel type d'autre fournisseur. À savoir qu'il n'existe pas une seule méthode de décentralisation, donc il en existe plusieurs. Vous pouvez avoir une centralisation totale, un système semi-décentralisé et un système complètement décentralisé, comme on peut retrouver au niveau du Bitcoin. Donc à savoir qu'il existe des petites étapes à suivre, telles que qu'est-ce qui va être centralisé, quelles sont les données qui vont pouvoir être exploitées dans cette décentralisation. Donc quel est le niveau de décentralisation dont on a besoin, quel type de blockchain on va utiliser, quels sont les mécanismes de sécurité qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va aussi avoir des utilisateurs anonymes qui peuvent utiliser la blockchain, si on fait confiance aux tiers qui vont utiliser notre réseau, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment plusieurs cas de décentralisation qui vont dépendre qui vont pouvoir contrôler notre choix du type de décentralisation qu'on va utiliser. Est-ce qu'on est là pour créer une crypto-monnaie? Est-ce qu'on est là pour des applications qui vont tourner sur de la blockchain? Donc c'est des applications qui seront décentralisées et ainsi de suite. Donc ça dépendra de chaque cas. Et surtout ça, en fait, ça va être vraiment traité en profondeur au niveau de la prochaine formation. Donc, vu que tout ce qu'on est en train de voir, c'est juste une petite introduction à tout ce qui est orienté blockchain. Donc par la suite, on verra vraiment tout ça de manière extrêmement détaillée et approfondie et avec du développement en plus. Et donc, au niveau des anciennes présentations, nous avons discuté un petit peu du principe de blockchain, des blocs, du hash, ainsi de suite. Et là, en fait, nous allons essayer de voir, après avoir découvert bien comme il fallait le principe de la décentralisation, donc on va essayer de voir comment ça se passait au niveau d'une blockchain qui est distribuée entre différents participants
au niveau du réseau blockchain, c'est-à-dire les différents nœuds qui vont pouvoir composer notre blockchain. Donc là, nous avons donc 5 blocs avec 3 participants. Et là, la première chose qui va nous frapper à l'œil, c'est en fait si on prend par exemple le quatrième bloc. Donc on essaie d'analyser en fait le hash donc en previous, le hash précédent et le hash courant. Donc regardez si je vais ici aussi vers on avait dit le quatrième, vous allez trouver en fait que c'est exactement la même chose. Donc c'est exactement le même résultat. On a donc tout simplement une copie identique de la blockchain par rapport aux différents participants ou pairs qui vont composer donc notre réseau. Et si aujourd'hui j'essaie de pouvoir modifier la valeur, disons, du bloc numéro 3 en y rajoutant des infos supplémentaires. Donc vous remarquerez en fait principalement que la succession des blocs va pouvoir donc poser problème, c'est-à-dire qu'on doit reminer pour retrouver notre nonce et donc pour pouvoir générer un hash qui est correct. Et donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et voilà, une fois qu'on mine, on a les blocs qui ont été valides. Mais si on descend un petit peu plus en bas et on regarde notre deuxième paire, disons au niveau du bloc 3, voilà, donc là je vais descendre et regardez, donc j'ai défilé comme ça vous arriverez à voir le tout. Donc regardez en fait la structure ou les haches qui vont composer mon bloc. Donc regardez le hash du bloc qui a été modifié, donc 40B9015 et ici le troisième, on a 40BA. Donc 7E60, ce qui n'a rien à voir avec les deux. Et en fait, au niveau du troisième bloc, toujours au niveau de la troisième paire, on retrouvera en fait le même résultat. C'est-à-dire le résultat qui est ancien et qui a été, disons, changé après donc l'ajout de la data au niveau du bloc numéro 3. Donc le bloc numéro 3 au niveau du paire B et C n'ont pas été changés et ne vont pas être changés. Et c'est tout là le principe de la blockchain. On ne peut pas donc faire croire que l'information qu'on a rajoutée au niveau du paire 1 par rapport au bloc 3 fait partie de la blockchain. À savoir que n'importe quelle modification qui va être faite ne va pas pouvoir donc, être prise en considération par rapport aux autres paires, donc au niveau des autres blocs, ce qui va nous permettre de déterminer la validité de notre blockchain ou pas. Et c'est tout là, tout l'intérêt de la blockchain. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver plus que ça. Donc, dans la blockchain, c'est le fonctionnement principal et générique de la blockchain. Vous allez le voir quand on va pouvoir par la suite, dans l'autre formation, faire un petit peu de pratique dessus et développer des apps dessus. Vous allez voir que c'est vraiment exactement la même chose, ni plus ni moins. Et donc pour finir cette partie-là, nous allons discuter un petit peu des tokens. Donc, ou des transactions qui vont pouvoir être effectuées grâce à une devise spécifique. Donc ça peut être de la crypto-monnaie, tout simplement, ou autre. Donc à savoir que bien sûr ce système qu'on est en train de voir, ou cet exemple qu'on est en train de voir, c'est un exemple vraiment très très basique. Bien sûr, du tout dépendra de la situation. Et on va pouvoir ensemble voir ça au niveau du deuxième chapitre, donc plus précisément par rapport aux crypto-monnaies. Mais là, en fait, on va prendre un exemple très très simple. Donc là, on a vraiment le même système de blockchain distribué entre les paires, avec 3 paires A, B et C, et avec 5 blocs par paire. Donc ces blocs-là vont contenir exactement la même chose, sauf qu'à la place de la data qu'on retrouve ici, donc dans un contexte qui est générique, on va trouver en fait des transactions qui vont pouvoir être effectuées. C'est-à-dire que dans ce cas-là, par exemple, donc on a 25 $ qui ont été envoyés de Darcy vers Bingley. Donc et ça continue en fait avec des montants de transactions, donc avec la source et la destination. À savoir que, comme on l'a expliqué au niveau de l'exemple précédent, donc si on change une valeur au niveau des transactions, donc il faudra, pour revalider les blocs, reminer le tout. Et une fois qu'ils sont reminés, il faut savoir que même si on le fait, cela ne va rien changer, vu qu'on ne peut pas faire croire que le montant, disons, du transfert est beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut que celui qui a été effectué donc, par rapport au transfert, vu que la blockchain ou la chaîne de blocs est distribuée au niveau de différents paires. Donc même si ici on modifie donc la valeur des éléments qui ont été envoyés,
Donc cela ne va rien changer. Donc par exemple ici on a 48,61, ici la valeur que j'ai changée, c'est-à-dire qu'on a une valeur de 4,61. Vous remarquerez que bien sûr les hash ne sont pas les mêmes, ni la valeur d'ailleurs, ni l'onance. Et donc même si on a validé tout ceci en minant notre bloc, donc nous avons trouvé en fait que la valeur ne pouvait pas être changée au niveau des différents autres paires, et c'est-à-dire que cette transaction, si plus précisément, ne va pas pouvoir être manipulée et modifiée. Et donc, on garde une certaine intégrité et traçabilité des opérations qui sont impossibles à falsifier, vu qu'on a une copie de chaque bloc au niveau des différents paires participants au niveau de la blockchain. Et c'est tout là la logique derrière la blockchain et l'intérêt derrière la blockchain, surtout pour un contexte financier. Donc nous allons pouvoir détailler tout ça au niveau du deuxième chapitre. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.